encore des peuples de chasseurs-collecteurs. Vous en connaissez peut-être déjà, certainement. Vous pouvez en trouver du côté de l'Afrique du Sud, près du cercle arctique, vous pouvez en trouver dans le Kalahari ou dans les jungles brésiliennes. Nous sommes, nous, agro-pastoralistes. On a besoin de beaucoup de place. Ces peuples n'ont pas spécifiquement choisi de se retrouver dans des zones, on va dire, aussi inconfortables, sinon dangereuses. Et quand on observe ces peuples, quand on voit comment ils vivent, on se rend compte que, grosso modo, ça se passe bien pour eux, quand on leur fout la paix en fait. Ça se passe plutôt bien pour eux. Ils vivent bien, ils vivent confortablement. Ce qui leur pose des problèmes, c'est leur confrontation au monde moderne, plutôt que de vivre au sein du mode de vie qui est le leur, tout simplement. Et ils vivent bien. Alors imaginez maintenant nos paléolithiques, avec ce monde entier qui leur ouvre les bras, toutes ces ressources, une démographie très faible. Vous imaginez bien qu'on est incapable de réaliser un sanctuaire aussi majestueux que celui qui est la grotte Chauvet, si on est inquiet quant à savoir ce qu'on va manger le midi. La graine inspirante, un podcast du réseau Germe. Bonjour et bienvenue dans ce podcast par et pour les managers. L'association Germe, réseau de progrès des managers, propose une offre croisée près de chez vous. 2 cycles de formation inspirants, Germe, destiné aux managers et cadres dirigeants, et Émergence, destiné aux managers de proximité. Germe, ce sont aussi des événements apprenants et des outils innovants. Je suis Kenza Benramous et pour Germe, j'ai assisté à la première édition du Grand Tour. Mais alors c'est quoi exactement le Grand Tour ? Eh bien c'est un événement qui rassemble tous les acteurs du réseau Germe aux 4 coins de la France. Et pour cette première étape du Grand Tour, je suis allée à la grotte Chauvet en Ardèche. Il est presque 16h quand j'arrive sur place et je rejoins le groupe pour un atelier de chasse préhistorique. Les participants se prêtent au jeu et l'atelier se déroule dans une ambiance joyeuse et bon enfant. Est-ce que vous sauriez me dire quel serait actuellement le record du monde de tir de saguet avec un propulseur en distance ? Le soir, je rencontre Olivier Amand et Chiara Momo. Tous les deux me parlent de la nature et de l'inspiration qu'elle pourrait être pour l'entreprise, les managers et les salariés. Je suis Olivier Amand, je suis chercheur et biologiste. Je travaille sur le développement des plantes. Je suis aussi directeur de l'Institut Michel Serres qui s'intéresse à la nouvelle relation de l'humanité à la nature. Le thème de ce grand tour, c'est manager conscient, manager vivant. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Alors la première chose, c'est que le vivant est finalement souvent absent de la table à dessin. C'est quelque chose qui est un peu secondaire, qu'on oublie de plus en plus d'ailleurs, mais par contre qui a beaucoup de choses à offrir. Et donc que ce soit pour les managers ou pour les autres d'ailleurs, le vivant a beaucoup de choses à ouvrir aussi. Moi c'est Chiara Momo, je suis intervenant pour Lumia. Donc aujourd'hui au sein des réseaux Germe, j'interviens dans les journées du Grand Tour. Et c'est une chance, et donc je remercie Germe et les réseaux pour ça. Donc moi, je m'occupe d'économie régénérative. Manager vivant, les vivants, c'est au centre justement de l'approche régénérative. Donc c'est un sujet très vaste et très passionnant. C'est comment arriver à se reconnecter à soi-même, aux vivants qui passent à travers nous et au sein de nous, et les manifester par la suite. Et donc comment arriver à incarner ce nouveau modèle managérial, c'est être soi-même, exprimer sa singularité, tout en étant à l'écoute des autres, de son équipe et des autres managers. Les vivants, pour moi, c'est les cœurs de tout, c'est l'origine, c'est la vie, c'est tout ce qui existe. Le biomimétisme, effectivement, c'est un moyen de s'inspirer du vivant. C'est comment arriver à trouver des solutions technologiques qui s'inspirent du vivant. Mais de mon point de vue, c'est plutôt restrictif, alors que les régénératifs, c'est vraiment... Je remets les vivants au centre de chacune de mes actions et de mes décisions afin de lui redonner sa place et de faire en sorte que les vivants puissent avoir les conditions pour exprimer son plein potentiel. Donc c'est comment j'arrive à régénérer, à donner les conditions pour que les vivants puissent s'épanouir. Alors le biomimétisme, c'est extraordinaire parce qu'il y a toute une foule d'options sur le biomimétisme. Il y a le biomimétisme qui est un peu encore resté dans la performance,
en essayant de piquer des solutions hyper performantes aux vivants et en essayant d'augmenter les humains grâce à ces performances. Donc ça, c'est clairement pas l'option que je garde, mais qui est quand même encore prévalente, hein, souvent, hein, donc il faut faire attention à ça. Et puis moi, la partie qui m'intéresse le plus pour l'entreprise, c'est le vivant a trouvé le moyen de vivre dans un monde fluctuant depuis des millions d'années. Et donc ça, c'est la chose la plus importante à faire quand on a une entreprise, hein, finalement. C'est gérer les crises, gérer voilà, le monde fluctuant. Donc c'est perdurer en fait. Ouais, voilà, c'est la pérennité avant la performance. Enfin, c'est même la pérennité contre la performance. Parce qu'évidemment, la performance, c'est fragile et du coup, on dure moins longtemps. Alors l'exemple typique, enfin il y en a plein, hein, mais un exemple typique, c'est la reproduction sexuée. En gros, c'est une division cellulaire qui permet de faire des gamètes. Donc ça, il y en a chez quasiment tous les êtres vivants, à part les bactéries, quoi, pour le dire rapidement. Donc c'est très ancien, et ce truc-là, c'est un processus qui a adapté un système de réparation pour faire des erreurs. C'est qu'en fait, quand on fait des gamètes, on prend des chromosomes, on les casse dans tous les sens, on les brasse, on répare mal, du coup, et du coup, ça fait des chromosomes bigarrés. C'est pour ça que les enfants ne ressemblent pas à leurs parents. Ben ça, ce n'est pas du tout performant, mais par contre, c'est essentiel pour la pérennité de la population, parce que si l'environnement change tout le temps, il vaut mieux avoir une population hétérogène. Aujourd'hui, on préfère parler d'économie à visée régénérative parce que c'est en tendance, c'est plus compliqué de dire économie et entreprise 100% régénérative. Économie régénérative, c'est une économie qui se base sur deux mouvements principaux. Donc, le premier, c'est la réduction des impacts négatifs. C'est comment j'arrive à réduire les impacts négatifs de mon entreprise au seuil incompressible. Et deuxième mouvement, c'est comment j'arrive à générer des impacts positifs à travers mon activité. Un exemple, c'est à travers l'agriculture, on peut régénérer les sols, régénérer la biodiversité, donc arriver à avoir un impact positif justement sur son écosystème. L'entreprise à visée régénérative, c'est une entreprise qui arrive à avoir un impact positif net. Pour les entreprises qui sont directement connectées au vivant, comme par exemple tout ce qui est lié à l'agriculture, c'est plus facile parce qu'elles peuvent agir directement sur leur périmètre propre. Sur les entreprises qui sont plus loin du vivant, qui n'ont pas un lien direct avec les vivants, ça peut se faire à différents degrés. Donc ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça sera justement en visée régénérative. Ça peut être à travers différents ports d'entrée. On peut travailler à travers les infrastructures, les sourcing, les process. Et aussi, ce qui est très important, c'est de travailler en écosystème et donc sur tous les écosystèmes des partenaires, fournisseurs, clients pour arriver à avoir un réseau et avoir un impact au niveau écosystémique. Et donc pas seulement sur son périmètre propre. Et ça peut être aussi à travers conseil, apporter cette approche régénérative et faire connaître, donc créer un réseau qui s'appuie sur les régénératives avec cette démarche régénérative où ensemble on arrive à générer un impact positif. Aujourd'hui, quel est l'impact du travail sur l'environnement? Le travail a plein de sens en fait. Au sens physique, c'est de l'énergie finalement, c'est de la consommation d'énergie finalement. Et en fait, quelque part, on est en train de consommer l'énergie du vivant. Notre travail est en train d'épuiser la nature, c'est notre performance qui a tout ce coût, tout ce que la nature nous envoie dans la figure, là, les méga-feux, les méga-inondations, les canicules, etc. C'est le résultat de notre performance et donc de notre travail. Et donc ça va falloir un jour qu'on réponde, nous aussi. Et qu'est-ce qui nous manque dans notre approche du travail? Parce que si on se focalise uniquement sur la performance, c'est qu'il nous manque quelque chose. Ah bah bien sûr, c'est en fait quand on fait que de la performance, c'est qu'on se focalise vraiment sur le court terme et sur l'efficacité, l'efficience. On est un peu drogué à la performance. C'est presque une dérive sectaire. Et en fait, il faut qu'on sorte de cette emprise. Le monde du vivant, les terriens sur Terre, ne sont pas dans la performance. Eux, ils sont dans la robustesse, donc dans la capacité à gérer les fluctuations. Et peut-être qu'il va falloir qu'on finisse par apprendre ça d'eux. L'écosystème, c'est très important. Ça peut être un écosystème territorial, mais aussi un écosystème d'acteurs. C'est à plusieurs niveaux, et donc c'est là où c'est intéressant. Et les vivants, finalement, fonctionnent en écosystème. Les changements de modèle économique est un point clé, justement. L'intérêt, c'est justement sortir de modèle économique volumique à croissance. L'idée, c'est de dire comment je fais autre chose, comment je sors de cette volonté de toujours vouloir faire plus, produire plus et donc consommer plus.
comment j'arrive à rester viable tout en étant avec un modèle économique, par exemple, basé justement sur l'approche régénérative, qui peut être comme étape intermédiaire un modèle serviciel, ou un modèle en tout cas où j'arrive à retrouver ma viabilité sans forcément vouloir faire toujours plus. Oui, parce que la chose qui est complexe, c'est qu'il faut changer son modèle économique, mais en même temps s'inscrire dans un modèle économique étatique, ou en tout cas occidental, qui est très productiviste, finalement. Tout à fait. C'est une grosse question. C'est comment on s'intègre quand-même et comment aussi on accompagne les changements d'un point de vue humain. Et posture managériale, et donc on revient à manager vivant, manager conscient, comment on incarne le leadership régénératif, comment on éclaire, comment on incarne ces messages, comment on accompagne ses collaborateurs, on accompagne ses équipes dans ces changements, que ça peut faire peur parce qu'on va dans des systèmes plus complexes et nous avons perdu l'habitude de travailler avec des systèmes complexes. Donc c'est comment on réintègre cette notion de complexité, comment on apprivoise les peurs, comment on accueille ces changements dans un monde qui est fluctuant, où il y a plein de changements en fait, où c'est incertain. La seule voie, c'est accepter cette complexité et naviguer dans la complexité. D'où l'intérêt d'échanger justement des postures. Et pourquoi les managers doivent-ils intégrer les changements actuels, qu'ils soient au niveau du climat, mais aussi de la biodiversité? On parle beaucoup du changement climatique, mais en fait, il y a plein d'autres limites planétaires qu'on est en train de dépasser, dont la perte de biodiversité. Ouais. Donc, comment ils doivent intégrer ça, les managers? Alors, c'est une très bonne question, parce que souvent, on met le climat en premier. C'est un peu ce qui écrase, qui fait écran à tous les autres sujets. Alors qu'en fait, quand on répond à la crise climatique, très souvent, on endommage la biodiversité. Il faut penser aux batteries au lithium, par exemple. Voilà, on répond au CO2, mais on fait des pollutions ailleurs. Alors que quand on répond à la biodiversité, eh ben non seulement on répond à la biodiversité, mais en général, c'est bénéfique pour le climat. Donc on a un peu inversé les choses. En fait, d'ailleurs, historiquement, on a commencé par la biodiversité. L'UICN, donc l'Union internationale de conservation de la nature, ça a été créé en 1948, donc 40 ans avant le GIEC. Donc en fait, on a commencé par la biodiversité, et puis là, ça s'est un peu inversé dans les années 80. Et c'est un peu dommage, parce que la biodiversité, en fait, pourquoi c'est si important, la biodiversité? En fait, c'est plus compliqué à comprendre. Le climat, on voit bien, les tempêtes, les inondations, les pollutions, on voit bien aussi pour la santé. La biodiversité, le mot-clé, enfin un mot-clé qui va bien avec la biodiversité, c'est les services écosystémiques. Pour qu'un écosystème fonctionne, il faut qu'il y ait un haut niveau de biodiversité. Donc ça veut dire, c'est quoi tous ces services écosystémiques? C'est produire des aliments, produire des biomatériaux, produire des médicaments, filtrer l'eau, filtrer l'air, avoir un sol qui se régénère, un sol qui décompose les déchets. Si on n'a plus de biodiversité, on n'a plus ces services-là. Et là, c'est dramatique. Et donc c'est pareil pour l'entreprise. C'est qu'une entreprise qui devient très monovalente, qui fait qu'une seule chose, dans un monde fluctuant, c'est hyper risqué. Un exemple pour en donner un, c'est Flink, par exemple. C'est une boîte qui fait de la livraison de courses en 10 minutes. Donc personne n'a besoin. C'est vraiment le besoin créé purement en marketing, quoi. Cette boîte, elle a une pérennité. On sait qu'elle va mourir, quoi. Elle n'a pas de destination à rester. C'est juste une opération financière, quoi. Bon, ça, c'est construit pour ne pas être robuste. Alors si on croit un petit peu à son entreprise et à ce qu'on fait, forcément qu'on va diversifier justement pour pouvoir être pérenne et faire quelque chose de plus intéressant, qui a plus de sens, quoi. Alors justement, on intègre comment concrètement cette biodiversité-là, qui est calquée sur la biodiversité qu'on a autour de nous, dans les entreprises? Alors on peut le faire de façon directe, c'est-à-dire qu'on peut mettre de la biodiversité dans son entreprise. Donc il y a des entreprises comme Pocheco, par exemple. Donc c'est un fabricant d'enveloppes près de Lille qui a décidé de mettre des plantes dans son foncier. Donc ils dépolluent les solvants produits de ces machines. Alors, c'est des solvants, ils ont quand même pris des pigments naturels pour que ce ne soit pas trop impactant. Ils ont mis des plantes sur le toit pour isoler, pour dépolluer l'eau de pluie aussi. Enfin, ils ont des partenariats avec les paysans boulangers. Donc on peut faire avec les paysans du coin. Donc on peut vraiment faire de la biodiversité concrète sur son site. Et puis j'ai envie de dire, il y a aussi la biodiversité conceptuelle. C'est-à-dire que quand on est dans une entreprise et qu'on veut faire face aux fluctuations, il ne vaut mieux pas recruter une star pour remplir une mission, parce qu'on va se la faire piquer dans 2 mois, ou parce que si cette personne-là tombe malade, ça y est, on a perdu toute la fonction de l'entreprise. Il faut plutôt avoir des gens polyvalents, des gens qui sont capables de faire plusieurs choses en équipe, donc qui sont capables de coopérer. Ça, c'est la biodiversité, ça. C'est de la biodiversité appliquée dans le cadre de l'entreprise. Ce qui n'est pas vraiment le cas dans la majorité des entreprises. Finalement, on est très souvent monotâche, avec des départements très précis.
Ouais. Donc il faut quand même tout restructurer. Alors c'est vrai dans les très grandes entreprises, c'est moins vrai dans les petites entreprises. Et en fait, c'est celles-là qui vont montrer le chemin, à mon avis. Hein. Et c'est d'ailleurs, ça c'est un grand classique de tous les systèmes, que ce soit des systèmes du vivant, des systèmes sociaux, etc. Ça bascule toujours par les marges. C'est jamais le cœur du système qui donne la nouvelle direction. Et donc les petites entreprises, là, petites et moyennes entreprises, qui sont en train de se réinventer en ce moment, parce qu'elles font face aux fluctuations et elles les prennent vraiment en pleine face, celles-là, en fait, elles sont en train d'inventer des nouveaux modèles d'entreprise qui sont en fait finalement plus proches de la biologie parce qu'elles se posent la question de la robustesse. Une énorme entreprise qui a beaucoup de réserves de cash est très protégée des fluctuations et donc n'est pas en train de changer. Mais par contre, quand à la prochaine crise, on peut le dire comme ça, les PME seront prêtes et le cœur du système, qui sont ces grosses entreprises, seront obligés de se réformer massivement, quoi. Et ce sera plus douloureux pour les grosses entreprises que pour les petites entreprises. Sûrement, les entreprises des grandes tailles sont potentiellement moins agiles, parce qu'il y a plus de strates, il y a plus de personnes, il y a une structure différente. Et d'un autre côté, c'est des entreprises qui peuvent déjà lancer des projets pour justement commencer, où il y a potentiellement plus des moyens d'investissement. Les entreprises petites, elles peuvent être plus agiles, mais elles peuvent parfois manquer d'investissement. Et donc pour les entreprises plus petites, ce qui peut être très intéressant, c'est justement trouver des partenaires, d'autres acteurs qui sont intéressés par la même démarche, et donc se mettre ensemble et collaborer pour créer un projet commun où l'investissement puisse être porté par plusieurs acteurs. Et donc, et finalement, les projets puissent être bénéfiques et avantageux pour tous les acteurs dans ces processus, y compris les salariés, bien sûr, qui seront potentiellement plus motivés parce qu'ils auront une vraie place à jouer aussi dans cette démarche. Quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises qui veulent effectuer un vrai changement vers une économie régénérative et avoir une visée régénérative ? Ça peut être des difficultés déjà d'un point de vue justement croyance, d'un point de vue humain. Les hommes et les femmes qui constituent l'entreprise ne sont pas prêts pour ces changements, il y a des peurs. Ça peut être des soucis parfois où on croit devoir faire beaucoup d'investissements, est-ce que ça va être rentable? Donc aussi avoir le temps. Parfois ça peut être aussi un souci des temps. L'idée c'est prendre un temps pour réfléchir et pour accepter d'échanger. Parfois, ça touche aussi au cœur même de l'entreprise, les modèles économiques sur lesquels l'entreprise est toujours fondée. Demain, si on dit à l'entreprise, votre modèle, vous devez complètement les changer, ce sur quoi vous êtes leader mondial, demain, si vous voulez faire du régénératif, c'est plus possible. Et donc ça, c'est aussi comment se réinventer, comment accepter de faire les deuils de l'ancien mode pour aller vers les nouveaux tout en étant en confiance. À force de courir, en fait, on ne se rend pas compte, mais on est en train de dépasser les limites planétaires, y compris les limites humaines, burn-out et compagnie. Et donc, plus on pousse le champ loin, plus on va tomber de plus haut, quoi. Donc, en fait, plus tôt on prend le tournant, mieux c'est. Et c'est ce que je dis souvent, d'ailleurs, aux entrepreneurs que je croise. Le monde va basculer de la performance à la robustesse. On n'aura pas le choix, le monde va devenir plus fluctuant, donc on va arrêter de faire de la performance et on va faire de la robustesse. La question, c'est combien de temps il faut pour basculer de l'un à l'autre. Et ça prend un peu de temps et ça demande des investissements. Et donc, il faut le faire quand on a encore des marges de manœuvre. Donc, il faut le faire maintenant. C'est maintenant, là. On a encore des marges de manœuvre. Dans 5-10 ans, c'est pas sûr. Et donc, à 15 jours de la cessation de paiement, c'est trop tard pour basculer de la performance à la robustesse. Il faut le faire avant. On peut le faire de façon assez pragmatique. C'est-à-dire que basculer d'un seul coup de la performance à la robustesse, c'est aussi suicidaire. Parce que là, on est encore dans un monde de la performance et donc on va se faire manger tout cru par les concurrents. On peut le faire de façon par étapes. On peut faire un projet pilote, on peut faire des expérimentations. Si on a un grand hangar, par exemple, on peut décider d'avoir une partie du hangar qui sert à faire un atelier de réparation partagé avec les entreprises du coin. C'est des petites initiatives qui ajoutent de la robustesse. Le jour où il y a la crise, typiquement avec cet atelier de réparation, on a une autre activité. On est capable de réparer l'informatique des usines voisines. Et donc ça, on ne l'avait pas prévu, mais ça veut dire qu'on peut aussi changer d'activité, quoi. Là, on vit le monde du burn-out des écosystèmes et du burn-out des humains. C'est le produit de la performance. C'est ce que ça fait. La performance, ça épuise tout le monde, quoi. Les écosystèmes comme les humains. Et donc, dans le monde de la robustesse, en fait, c'est très bénéfique pour tout le monde. On est en train de basculer du monde de la pauvreté des interactions, parce que finalement,
mettre le focus sur la performance, c'est une étroitesse, c'est-à-dire qu'on canalise tout, on s'enferme dans une voie étroite, on s'épuise dans une toute petite voie, alors que la robustesse, c'est diversifier, multiplier, et en fait même s'épanouir dans son travail, en dehors de son travail, donc c'est beaucoup plus riche. Et donc en fait, quand on aura vraiment basculé, on ne va pas regretter le monde de la performance. Il n'y a pas grand-chose à regretter dans le monde de la performance. Dans le monde de la robustesse, c'est un monde qui est beaucoup plus riche et qui est aligné. Et là, on redevient des terriens. Là. Dans une entreprise à visée générative, j'ai envie de dire, on ne parle plus forcément des managers, mais des leaders. Le leader, c'est quelqu'un qui porte la vision, qui incarne, qui accueille et qui accompagne dans un sens plus large et qui prend soin déjà de se reconnecter lui-même au vivant, de reconnecter ses équipes au vivant et les relations donc qui soient plus nourrissantes, vivifiantes et qui porte aussi d'un point de vue plus écosystémique. Donc on reconnecte, on favorise des écosystèmes connectés au vivant. Donc pour moi, c'est un rôle très important, le rôle des managers et donc des leaders, parce que c'est à eux aussi d'incarner ces changements et de les porter et de faire en sorte que même dans des moments potentiellement de découragement, il y a un espoir, il y a quelque chose, il y a une raison d'être derrière, il y a une mission qui fait qu'on sait pourquoi on y va et c'est important et on y croit et on ne perd pas espoir. Si la direction ne porte pas les projets, il y a de fortes chances que ça va tomber à l'eau. Parce que quand on parle des modèles économiques, on parle quand même des sujets stratégiques pour une entreprise. Et les sujets stratégiques, souvent, c'est porté par les directions. Donc la direction, c'est important qu'elle soit impliquée, qu'elle soit convaincue de la démarche. Et que ça ne soit pas un effet de mode ou quelque chose juste pour faire du marketing, mais que ça soit vraiment ancré dans les valeurs et la volonté de ces changements. En sachant que ce ne sera pas fait du jour au lendemain, ça va demander du temps. Il y aura potentiellement des points moins faciles à mettre en place. C'est pour ça aussi que c'est intéressant de créer tout un processus d'accompagnement, d'échanger entre pairs, entre pionniers qui sont sur la même démarche pour se soutenir aussi, pour avoir des idées, pour s'inspirer et ne pas les faire forcément dans son coin. C'est ça aussi les vivants, c'est créer des connexions, créer des interrelations. Un événement comme les Grands Tours, c'est un moment de rencontre avant tout. Et donc, ça, c'est une chouette opportunité. Je trouve même la démarche de tous les réseaux germes accompagnés dans ces développements. Et donc, comment inspirer, comment s'inspirer les uns des autres, comment s'aimer des graines dans toutes ces réflexions qui ensuite vont germer au fur et à mesure du cheminement des hommes et des femmes. Ah bah moi, j'espère semer des graines. Alors pour germe, en plus, c'est parfait. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde a, en fait, cette idée que le monde va basculer assez rapidement. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les scientifiques. Hein. C'est pas moi qui ai une lubie comme ça. Le rapport au Club de Rome le disait déjà en 72, et maintenant, depuis 2000, c'est confirmé. C'est-à-dire que toutes ces prédictions-là, ça converge. Ça va se passer avant 2050, probablement plutôt plus près de 2030. Donc c'est quand même du très court terme. Mais c'est très bien, hein, c'est très bien. Le passage difficile, c'est quand on passe d'un monde à l'autre, quoi. Mais c'est plutôt du court terme. Et alors Germe, c'est super parce que c'est des personnes qui sont exposées aux problèmes du monde actuel, qui voient bien que ça ne colle pas, qui ont des idées un petit peu peut-être dispersées, qui n'ont peut-être pas complètement cristallisé une idée. Et donc moi, je suis juste là pour, en fait, je ne vais pas leur apprendre quelque chose de nouveau, mais juste leur dire, bah, en fait, c'est de façon pragmatique, de façon scientifique, le monde devient plus fluctuant. La réponse à un monde fluctuant, c'est la robustesse. Et donc, il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre maintenant. Et en plus, on a un modèle parce que les êtres vivants, c'est ce qu'ils font depuis des millions d'années. Donc, il y a un livre de recettes qu'il faut juste ouvrir et voir comment ça résonne avec l'entreprise.